va prendre... D'abord, je prends tout de suite, c'est juste pour clarifier. Hein. Lorsqu'on le sait, il faut le dire, c'est le devoir de mémoire. Les 3 palmiers, au départ, pour l'Issouba, ne représentent pas les 3 régions. Non. Le logo des 3 palmiers pour l'Issouba, c'était 2 choses. Il y en a une qui est très connue, c'est qu'il voit le palmier dans ses 3 tailles. Le palmier qui pousse, qui grandit et qui produit. Donc la symbolique du palmier qui produit et qui donne beaucoup de graines. Il y a l'autre influence chez l'Issouba, elle est historique. C'est que l'Issouba revendique, on va dire, le symbole Congo, qui est les palmes. Vous voyez, les palmes dans le royaume Congo, les palmes symbolisaient la royauté, la chefferie. C'est pourquoi d'ailleurs on utilise les palmes en cas de deuil, en cas de mariage, dans nos villages partout, on plante les palmes. Vous voyez, on les plantait, donc c'est des symboliques hein, qu'il a essayé de travailler avec les... Après ça a été travesti. Hein, c'est comme la lampe chez Milongo, la lampe luciole, ça voulait dire simplement le pétrole qui allume la mèche, nous l'avons, mais nous ne savons pas transformer. La mèche, nous ne savons pas fabriquer. Tout ce qui est la lampe là, la symbolique de la lampe, tout est importé. Donc c'est le défi de la libération économique, industrielle. Vous voyez, la lampe luciole, qui est partout dans les villages, est pourtant la chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Cette symbolique-là était très importante, mais les gens ne l'ont pas compris toujours. Donc je tenais à préciser ça pour qu'on ne parte pas d'ici avec l'idée qu'on n'a pas dit quand même que la symbolique de palmier voulait dire autre chose que seulement le fait ethnique. Alors, je reviens également sur certaines précisions par rapport à notre ami Lucien Pambou. Lorsqu'il parle de Massamba Deba qui sort du néant, il faut quand même signaler qu'il a un passé syndicaliste. Il est beaucoup plus acteur en ce moment-là comme syndicaliste, pas comme instituteur. Il est évidemment dans le syndicat des enseignants, mais il a un passé syndicaliste avec, en AEF, le syndicat des enseignants qui était très puissant, les anciens élèves de l'école d'outre-mer. Il faut le préciser pour... Et puis lorsque nous parlions également de l'ethnie, il faut voir ça dans les 2 facettes. Il y a les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on a vu au Congo des bonnes pratiques. Tout à l'heure, le doyen Dobar a parlé de Kikungangot. Il a évoqué Opango, il a évoqué un ensemble d'anciens qui, à un moment donné, ont su se tenir la main dans la main, au-delà du fait ethnique, ont su créer des dynamiques nouvelles pour que l'indépendance soit possible et pour que ça puisse continuer. Il faut le préciser, parce que les bonnes pratiques, c'est celles-là. Lorsqu'on évoque, comment on l'appelle, lorsqu'on évoque Diawara, par exemple, on voit très bien que le concept sur lequel naît le mouvement de Diawara, l'obumétrie, l'oligarchie bureaucratique, militaro-tribale. Diawara commence son combat parce qu'il constate la dérive tribale, qu'il y a un clan qui veut s'accaparer du pouvoir. Juste après 69, 70, il s'en rend compte et c'est son cheval de bataille. Et c'est ça qui le conduit jusqu'à son mouvement. La lutte contre l'obumétrie. Donc ça veut dire que... Et ils étaient avec les Cocos, ils étaient nombreux, qui n'étaient pas de la même ethnie qu'entre les autres. C'était une génération qui, à un moment donné, avait une certaine conception, un projet social, un projet congolais, et qui pensait que là, ça déviait. Également, quand on parle toujours de l'héritage historique, et le vieux Ndoba a expliqué déjà qu'il y a des faits qu'il faut bien décortiquer, mais également, il faut se souvenir que le Congo des années 60, c'est aussi le poids de la FEANF. C'est-à-dire que les étudiants congolais de France, qui ont un poids important dans la refondation après l'indépendance, dans la marche doctrinaire. Il faut aussi rappeler que l'armée congolaise, en 1960, à l'indépendance, on a 128 militaires. Il n'y a que 128 militaires. Et il n'y a pas d'officiers. Et c'est également là quelque chose, une véritable escroquerie politique dans notre pays. Il faut la réparer, je suis d'accord qu'il faut travailler dessus. Parce que ce qui se passe en 1960, c'est que pour fonder l'armée populaire nationale, enfin, les forces armées congolaises indépendantes, après le retrait des troupes de l'AEF,
il faut recruter. C'est le grand recrutement qui va ramener beaucoup des officiers qui vont faire, en fait, après l'histoire du Congo. Et lorsqu'il y a ce recrutement, et je prierai ceux qui peuvent encore lire les décrets de l'époque, parce que c'est publié, vous remarquerez que l'armée va passer à 600 militaires. On n'avait que 640 militaires en 1961. Et Sassou Nguesso fait partie de ces gens qui sont recrutés à la fin de l'année 61. Non pas parce qu'il avait un autre projet de vie, c'est très faux, parce qu'il se présente à l'armée à peine qu'il était encore en train de finir sa formation d'enseignant et il sortait avec le diplôme stagiaire de l'enseignement, donc il devait commencer à aller enseigner quand il a postulé à l'armée. Et il n'a pas postulé à l'armée par défaut. Et le bac, ça se faisait encore à cette époque-là, il aurait bien pu le faire. Mais il n'était pas dans le cursus régulier pour faire le bac. À cette époque-là, il avait choisi, après le BPC, en 1956, aller à l'école des enseignants. Donc, Sassou Nguesso, à cette date-là. Et lorsqu'il y a recrutement dans l'armée, je vous prends pour exemple un décret que j'aime citer. C'est très faux de dire qu'il y avait le Sud qui avait tout pris. Aujourd'hui, on peut désormais établir la vérité. Ça a été un mensonge qui a été diffusé, je ne sais pour quelle raison, parce que à cette époque-là, vous avez 3 catégories de corps, de métiers, qui traduisent le poids dans l'administration, après la colonisation. Vous avez les enseignants, les métiers de l'enseignement, et vous avez le métier de la santé, et vous avez l'armée. Lorsque vous prenez les recrutements à l'armée, vous vous rendez compte, par exemple en 63 après la Révolution, en août 63 après la Révolution, le professeur Lissouba propose à Massamba Deba un décret pour féliciter les militaires qui ont contribué à la Révolution. Il y a 22 officiers. Une liste de 22 officiers dans laquelle vous avez les 9 membres du comité militaire du parti, quand vous enlevez les 2 autres plus jeunes, Pierre Anga et Chiba. Mais tous les 9 autres sont dans cette liste-là de 63. Vous avez également tous ceux qui sont morts de coup d'État, Kikadidi, Kiganga, Kimwalakaya, qui n'a pas fait un coup d'État, mais qu'on a tué pour des fêtes militaires. Dans ce décret est très symbolique parce que c'est là où vous avez également les 3 futurs présidents militaires, Sassou, Yombi, Gwabi. Et vous avez tous ceux qui ont fait des putschs dans ce décret-là. À l'époque, le président Lissouba disait qu'il voyait en ces jeunes-là des velléités putschistes. Et pour essayer de les ramener à l'honneur, sens du devoir militaire, il fallait les décorer de la plus haute distinction du pays. Je voudrais surtout inviter les uns et les autres, et surtout les conférenciers, à ce que l'on problématise la perspective institutionnelle dans notre pays. Nous avons un passé douloureux, nous l'avons reconnu. Il y a beaucoup de contentieux, nous le savons, des contentieux antérieurs à la mise en place du processus démocratique dans notre pays, des contentieux qui viennent de naître depuis octobre 1997 avec le coup d'État de Sassou. Et ça continue. Là, nous sommes en lutte, nous sommes en résistance. Demain, Ingeta, nous vaincrons. C'est maintenant qu'il faut déjà penser au Congo de demain, le Congo institutionnel de demain. Et si, en vous entendant, en entendant tout ce qui se dit, si nous repartons toujours dans cet idéal du multipartisme, ne retomberons-nous pas dans cet état de tribu-classe où chaque parti politique sera confondu aux origines ethniques de son fondateur ou de ses leaders? Et après, qu'est-ce qu'il adviendra? C'est la même chose. Un parti politique composé d'une ethnie ou d'un certain nombre d'ethnies gagne les élections. Ce sont les cadres de ce parti politique, donc de cette ethnie ou de ces ethnies, qui arriveront au pouvoir.
qui vont diriger. Et après, ça fera naître de la frustration au sein de la population en disant qu'il n'y a qu'un tel et un tel qui dirigent, qui ont les postes. Pourquoi? Parce que la classe dirigeante est à l'image du parti, de l'ethnie, voyez-vous, et bis repetita, ça sera toujours les mêmes situations. D'où ne faudrait-il pas penser le Congo de demain en faisant table rase et en se dirigeant vers, je vais le dire tout de suite, vers un bipartisme idéologique. Que ceux qui sont de gauche se rassemblent et animent un parti ou des partis de gauche, que ceux qui sont de droite, les libéraux, se rassemblent et animent des partis, un parti ou des partis de droite. Comme ça, du nord au sud, Mboshi, Teke, Lari, Bembe, nous ferons la campagne pour notre champion. Aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Moukoko fait comme une sorte de consensus. Pourquoi? Ben parce que la base idéologique de notre combat, c'est la résistance aujourd'hui. Et la résistance rassemble tout le monde, de toute ethnie, de toute région. Mais une fois que nous aurons gagné, que la résistance sera derrière nous, nous allons encore retomber dans les travers d'hier. Merci beaucoup. Blaise Tsouari, je sors d'une manifestation, comme mon frère Tandy, mon frère Djobala, mon frère, tout ce monde-là. On sort d'une manifestation. Moi, normalement, je suis apolitique. Je ne suis pas dans la politique. Je n'ai jamais fait la politique de toute ma vie. J'ai vu des gens qui militaient dans la ville de Paris, sur la place de Paris. Ça ne m'a jamais interpellé. Mais il est arrivé en 2014. J'allais à Brazzaville. En 2014, tout dernièrement, j'ai fait mon dernier voyage à Brazzaville. Je suis allé jusqu'à Pointe-Noire. Ce que j'ai vu dans ce pays m'a beaucoup frustré. J'ai une nièce. J'étais à la maison un jour, tranquille comme ça, pendant la période scolaire. Il y a une petite nièce à moi qui a 10 ans, qui traînait là. Les autres enfants étaient à l'école. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu ne vas pas à l'école comme les autres? Non, maman m'a viré de l'école. Je dis, mais pourquoi? Non, mais parce que maman n'a pas eu l'argent pour payer l'assurance. Je dis, l'assurance? Mais moi, j'envoie souvent l'argent à ta mère. C'est combien? Oh non, mais c'est 6500. Je dis, 6500 francs. On t'a viré de l'école pour 6500 francs. À peine 10 euros. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai été à l'école laïque, à l'époque, on appelait ça. Avant que ça devienne, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y avait pas des écoles privées à cette époque-là. J'ai été à l'école, j'ai été scolarisé. À l'école, on nous amenait des cahiers, on nous amenait on écrivait encore avec des plumes. Voilà. J'ai été à l'école, c'était tranquille. On n'avait pas de soucis. Aujourd'hui, quand je vois ma nièce qui a été virée pour 10 euros, j'ai pris ma nièce, je lui ai dit non, on y va à l'école. Je suis allé voir le directeur de l'école. Je lui ai dit, mais comment pouvez-vous virer un enfant comme ça, qui a à peine 10 ans? Vous êtes en train de détruire sa scolarité pour à peine 10 euros. Moi, je sors un billet de 10 euros. Vous voyez ce billet-là? C'est ce billet-là. À cause de ce billet-là, vous avez viré cet enfant-là. Oh non, mais c'est pas ma faute. Écoutez, votre nièce n'avait pas d'assurance. J'ai dit, mais il ne faut pas lui donner la chance, cet enfant-là. Vous connaissez pas son avenir. Vous ne savez pas ce que cet enfant-là va devenir un jour. Mais, vous le faites arrêter comme ça. J'ai dit, mais si c'est ainsi, moi je paye même 10 ans. Je sors l'argent de ma poche. Je dis non. Il me dit non, vous ne pouvez pas payer autant d'années d'un seul coup. Je dis non. Moi je peux même payer 10 ans pour cet enfant-là, qui puisse continuer sa scolarité. Il me dit non, on ne paie pas comme ça. Je dis bon d'accord, je paye quand même cette année-là. L'année prochaine, si vous avez un souci, je vous laisse mon numéro de téléphone à Paris, appelez-moi, moi je paierai l'assurance. Cette chose-là m'a beaucoup frustré. À partir de cette chose-là, j'ai dit non mais il faudrait que les choses changent dans ce pays. J'ai eu des amis qui étaient ici avec moi à Paris, qui faisaient rien, qui faisaient des manutentions, qui étaient dans la manutention. Aujourd'hui, je suis allé à la même année, en 2010 là, non, c'était une année avant, en 2010, quelques années avant, en 2010, je suis allé avec toute ma famille. J'arrive, cet ami-là, on était ici en Galéria. On galérait tous ici. Il me dit,
monte dans ma voiture. Je monte dans sa voiture, il m'amène à côté, il dit, là c'est chez moi. Je dis, ah, c'est vrai, ça c'est chez toi vraiment? Il me dit, oui, c'est chez moi. Il m'amène à Mongali, il me dit, là c'est chez moi. Je dis, ah non. Il m'amène au plateau de 15 ans, il me dit chez moi. Je dis, non, 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 là tu exagères. En peu de temps, tu as tout ça? Non, mais montre-moi les permis d'occuper. Il dit, tu veux les permis d'occuper? Il les sort de la boîte à gants. Je dis, ah bon? On rentre dans la parcelle, on l'appelle Mokonsi, Mokonsi. Je dis, mais comment tu as pu faire? Non, parce que je suis un conseil du ministre. Ah, tu es conseiller, mais qu'est-ce que tu fais chez le ministre? Non, je ne fais rien. Il me dit carrément, je ne fais rien, je reçois les gens, mais voilà ce que j'ai eu. Donc tu as intérêt de venir. Je dis, non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Le pays ne peut pas avancer si c'est comme ça. Il dit, non, mais toi avec ta logique. Je dis, non, mais ce n'est pas un problème de logique. Voyez-vous? Donc le pays est complètement stoppé. Le Congo, c'est devenu un foutoir. Et moi, ça me fait très, très, très mal au cœur. Moi, j'ai mon frère, par exemple, Michel Pandé, qui est là, qui a toujours milité depuis des années. Moi, je n'ai jamais milité, ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'a jamais interpellé. Mais quand je suis allé, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais il y a un problème. Il faudrait que les choses changent. Aujourd'hui, le problème du Congo, ce n'est pas un problème du Nord-Sud. C'est un problème de conscience. Moi-même qui vous parle, j'ai un enfant, j'ai une fille avec une femme du Nord. Vous vous rendez compte? Si un jour, comme on disait, on va séparer le Congo en deux. Il y aura Congo Nord, Congo Sud. Vous savez que, est-ce que vous vous rendez compte que le pôle sera maintenant, au sud, le pôle maintenant sera le nord? Et ça posera un problème. Et vers le Cameroun là-bas, ce sera le nord, et ceux du Sud-Djambala, si c'est par là qu'ils vont faire leur limite, ils seront maintenant dans le sud. Ce sera encore un problème. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Parce que ceux de Pointe-Noire vont dire non, non, nous sommes dans le sud, et ceux de Brazzaville vont dire non, non, vous êtes au nord. Ce sera un souci. Bon, c'est comme si on ne faisait rien. Donc le problème du Congo, c'est un problème de conscience, un problème de mentalité. Moi, je regrette aujourd'hui, quand Lissouba était au pouvoir, pourquoi il n'a pas arrêté tous ces gens-là? Quand Sassou rentre au pays, pourquoi on n'a pas arrêté? On l'aurait arrêté. Vous vous rendez compte aujourd'hui, son enfant, on l'appelle maintenant Kiki le pétrolier, il va construire, c'est sur Afrique 24 que j'ai vu ça, hein. Il va construire l'université à Oyo. Il y a combien de têtes d'habitants à Oyo pour construire l'université à Oyo? À Pointe-Noire, il n'y a pas d'université. À Dolisie, il n'y en a pas. Mais il veut construire l'université à Oyo. Ça veut dire, Sassou n'a qu'à aller à la télé, nous dire que, voilà, vous êtes mes sujets, c'est devenu le royaume, je ne sais pas quoi, le royaume Sassou Nguesso, j'en sais rien. Il crée un mot comme ça on va tous se taire, nous serons tous ces sujets. Au lieu de faire souffrir tout un peuple comme ça, moi, ça me fait très, très, très mal au cœur. Aujourd'hui, on parle de Mokoko. C'est vrai que Mokoko, j'ai eu ses interventions, je l'ai écouté sur YouTube, à part cette fameuse vidéo-là. Mais je l'ai écouté sur d'autres interventions à Lyon, à Paris, sur YouTube. Je me suis dit, au départ, hein, moi, je ne suis pas du Nord. Je suis du Sud. Et je ne suis pas aussi du Sud comme Larry, quoi. C'est vrai, j'ai grandi à Bakongo. Je suis né à Bakongo. Mais à l'époque, nous, quand on habitait à Bakongo, à côté, il y avait des Bembe, il y avait des Yaka, il y avait des Vili, il y avait tout ce monde-là. On était mélangés. On ne pouvait pas savoir qui est qui. On ne pouvait pas savoir. Mais aujourd'hui, là, même les Lissouba, je leur condamne aujourd'hui. Ils viennent, ils créent un parti qui s'appelle l'UPADES 3 Palmiers. Il y a le Nimolek, on va appeler ça. Il y a le Nimolek, dans le Nimolek, il y a 3 régions. Vous vous rendez compte ce que ça peut créer, ce truc-là? Quand vous créez le Nimolek, c'est-à-dire 3 régions qui vont dominer le reste des régions, ça ne peut que créer des frustrations. Les autres qui sont là ne peuvent pas accepter ça. Voilà le problème. J'ai trouvé même l'idée qu'a dit mon frère Antoine Page, de créer ne fût-ce que 2 partis dans ce pays-là, le biparti. Peut-être que ce serait une bonne solution, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va créer un parti, ça sera à l'image de sa région. Alors c'est pas bien.
ça ne créera que des frustrations. Alors comme je disais, quand j'étais à Bakongo, moi je suis né avec des amis, on a grandi comme ça. Je pouvais savoir dans cette parcelle-là, il y avait un Larry, puisqu'on parlait tous Larry dans le quartier. On ne peut pas savoir. Mais en tout, on pouvait savoir. Hein. Mais quelques-uns ne le savaient pas. Ce n'est que quand il y a eu la guerre, où il y a eu des maisons qui ont sauté. Moi, chez mon père ne connaît pas la politique. Mon père est analphabète. Mais ils ont dynamité chez moi. Ils ont dynamité la maison de mon père. Mais qu'est-ce que mon père sait de la politique? C'est un pauvre paysan, il était obligé de partir se cacher à Pointe-Noire. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Donc, l'histoire du Congo, comme a dit le monsieur qui était ici, on a un problème de devoir de mémoire. Parce que c'est très grave ce qui se passe là. Nous sommes à Paris, nous sommes en sécurité ici. Mais nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe au pays là-bas. Ceux qui sont là-bas, on ne sait pas, ça peut péter aujourd'hui, comme ça peut péter demain. Moi, au départ, quand ça a commencé, je disais, j'ai écouté Okumbi Salissa, j'ai écouté Parfait Kolela, j'ai écouté tout le monde. Je me suis dit, non, mais Okumbi Salissa, il a quand même quelque chose dans la tête. Je vais le soutenir, lui. Après, je vois, il y a Okumbi Salissa, je remarque qu'il a quelques difficultés. Je remarque qu'il y a Mokoko qui arrive. Je dis, Mokoko, comme tout le monde, on a tous convergé vers Mokoko. Je dis, bon, mais je soutiens Mokoko. C'est vrai, Mokoko, ce n'est pas le Messie. Ça, je le reconnais. Mais il faudrait que les choses changent. Parce que le problème, moi, aujourd'hui, le problème qui est là, c'est la gouvernance électorale. S'il y a la gouvernance électorale, le Congo ira bien. Parce que s'il y a la gouvernance électorale, ça ne passera même pas au premier tour, comme la fois dernière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, chers compatriotes, chers amis, chers collègues de notre parcours universitaire, chers doyens, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je me refuse souvent de voir la négativité. Mais permettez-moi de nous dire que si nous avions fait de 14h à 19h, ce n'est pas par esprit de façade, mais parce que nous pensions que c'est la substance. C'est la substance pour nous permettre, de 1, de nous connaître, de 2, de communiquer ensemble, pour que de notre GBCR, au-delà des critiques, pour critiquer, qu'on sache d'où nous venons et où allons-nous. Et je vais finir. Sous cet angle-là, j'ai cueilli quelqu'un qui m'a parlé du concept de devoir de mémoire. Il m'a encore ramené à une citation du doyen Kikunga, Ngot, que personnellement que je n'avais pas connu, mais qui avec le temps, j'ai compris que c'est l'oncle d'un tonton à moi, et le jeune cadet qui a fait sortir un documentaire, il est allé jusqu'à puiser, parce qu'au fond de notre trip, nous avons la connaissance. Mais cette connaissance-là, il faut savoir la partager. Nous allons donc nous permettre, au nom de l'association, ces rencontres pour nous ont un double caractère. Premier caractère, c'est une veillée. Je me permets de vous dire, nous avions 16 ans, d'autres avaient 2 ans, mais on nous avait interdit de faire des veillées. Donc si nous aujourd'hui on ne vient pas à titre vindicatif. Nous avons de la possibilité aux Congolais de parler, d'échanger, parce que dans cette convergence, pour qu'on sache, est-ce que le mal que nous avons eu nous, comme ce que Joe Ballard a fait, comme ce que Blaise a dit, est-ce que ce mal, c'est juste ce mal superficiel, ou c'est un mal de fond? Parce que si c'est un mal de fond, sachez que tant qu'on ne l'a pas,
nos enfants, nos petits-enfants ne pourront jamais y. Et il y a une chose que vous avez, qui est passée outre par Apollinaire. Il vous a dit, en 77, déjà l'article 40 de la Constitution du Congo disait que c'était le président de l'Assemblée qui devait diriger le pouvoir pendant la période transitoire. Chez notre voisin au Gabon, c'est ce qui s'est passé. Déjà, il y a eu un coup d'État constitutionnel à l'ascension de ce monsieur-là au pouvoir. Maintenant, à l'ascension, coup d'État constitutionnel, pour le retour, conservation, coup d'État constitutionnel, pour la confiscation, aussi coup d'État constitutionnel. Maintenant, nous, diaspora, que pouvons-nous apporter? Je peux vous en donner l'assurance que ce que nous avons apporté en 2-3 ans, ça a été de beaucoup. Et le système aujourd'hui est aux abois. Donc je vais finir par là. Je dirais que c'est un honneur pour nous tous d'être là, mais nous avons rempli notre devoir. Notre devoir en faisant cette contribution que nous avons eu à faire collectivement et individuellement pour que le devoir de mémoire soit effectivement un devoir accompli par nous, pour la postérité, pour ceux qui sont partis dans les circonstances que l'on a évoquées, c'est-à-dire qui ont été assassinés, qui ont été portés disparus. Et l'on sait que sous d'autres cieux, par exemple en Amérique latine, ne l'oublions jamais, ce qui se passe en Afrique a parfois pu se passer ailleurs également. En Amérique latine, le phénomène de disparition avait été peut-être plus dur que chez nous. Mais en Amérique latine, l'idée de devoir de mémoire s'est développée de manière particulière et dynamique. Et jusqu'à présent, au Chili, en Argentine, il y a des obligations faites à l'État, des obligations faites à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, de juger ceux qui avaient commis ces crimes. Donc, ce devoir de mémoire se poursuivra, pourvu que nous sachions que nous devons transmettre cette conscience pour que l'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique entière d'ailleurs, comme Eugénie et notre ami l'ont dit, il y a des parallèles, il y a des similitudes, et c'est pour toute l'Afrique. Et il a eu raison de dire qu'il y a des peuples noirs, c'est-à-dire les hommes noirs. Malheureusement, il faut bien le dire, il y a cette dimension de ce que sont les Noirs aujourd'hui à travers le monde. Je vous remercie au nom de toute l'équipe, en tout cas.